Bonjour à tous. Le podcast d'aujourd'hui va porter sur un essai publié par Gordon Murray en 1987 qui s'intitule L'esclavage dans le monde arabe, 8e-20e siècle. Alors, ce livre traite d'un sujet historique, pour autant son auteur n'est pas un historien. En effet, Murray Gordon est un spécialiste des questions économiques et sociales de l'Afrique et du Moyen-Orient. Il a surtout enseigné les sciences politiques à New York et il a fait une carrière dans l'international, notamment dans les Nations Unies. Alors le fait que l'ouvrage d'aujourd'hui ne soit pas rédigé par un historien se sent à travers l'œuvre. L'œuvre est assez synthétique, assez courte, ce qui n'est pas un problème en soi, mais on peut parfois remettre en question la pertinence des points sur lesquels l'auteur a choisi de s'arrêter ou sur le fil rouge, le fil conducteur de l'ouvrage. Donc l'auteur n'est pas historien, il est aussi américain et cela vaut la peine d'être précisé parce que selon moi cela se ressent sur les points, les focus qu'il a décidé de faire dans cet ouvrage. En particulier, j'ai remarqué qu'il était très intéressé par les questions raciales, de la question de l'esclavage dans le monde arabe, dans le monde musulman. Vous comprendrez donc qu'à travers ce résumé, ce n'est pas moi qui ai choisi de m'arrêter sur ces points dans mon résumé, qui est bien sûr un résumé sélectif de l'ouvrage, mais c'est l'auteur lui-même qui a choisi de développer davantage ceux-ci, qui par ailleurs ne sont pas inintéressants. Donc cet ouvrage a pour objectif de livrer une synthèse assez courte, il s'étend seulement sur à peu près 250 pages, sur la pratique de l'esclavage dans le monde musulman, en fait, pas uniquement arabe, et alors la pratique de l'esclavage en général, bien qu'il y ait un focus assez prononcé sur les traites négrières, ce qu'on appelle les traites négrières, donc les traites depuis l'Afrique subsaharienne. Alors dans l'introduction, l'auteur souligne que ce sujet, les traites arabes, fait l'objet de peu de travaux historiens en comparaison à la traite transatlantique. Et selon lui, il y a au moins 4 raisons à ça. Alors la première, elle est bien connue et elle fait écho au contexte français ou européen, c'est la peur des historiens occidentaux de donner l'impression de se faire accuser de vouloir détourner l'attention, c'est-à-dire de vouloir minimiser l'ampleur de la traite transatlantique, de la traite menée par les Européens, en tournant les projecteurs vers la traite menée par les Arabes. Alors je disais que cela fait particulièrement écho au contexte français. Effectivement, il y a quelques années, dans les années 2000, une polémique assez importante a éclaté en France. C'est l'affaire Olivier Grenouillot. Donc Olivier Grenouillot, c'est un historien français qui, à la suite de plusieurs déclarations dans la presse et à la suite d'un ouvrage intitulé Les traites négrières, a déclenché une série de polémiques sur ces questions liées à la loi mémorielle, la loi Taubira, la loi donc sur les crimes contre l'humanité, etc. et a soulevé pas mal de questions sur la liberté des historiens, sur la liberté de l'histoire, la possibilité d'écrire l'histoire, voilà. Alors, quoi qu'il en soit, donc, c'est là la première raison qui pourrait expliquer le peu de travaux d'historiens sur ce sujet. La seconde, c'est également l'absence de communautés noires très importantes dans les pays arabes, dans les pays musulmans. Alors, il y a une communauté noire, notamment des descendants d'esclaves, justement, dans les pays du Maghreb ou dans les pays de l'Arabie à proprement parler. Mais elle est très faible, elle est peu représentée dans les médias, elle se tient assez discrète. Et donc, bien sûr, cela ne favorise pas le développement de l'intérêt pour ces sujets. La troisième raison, c'est les apparences lointaines, antiques de cette traite, c'est-à-dire qu'on l'associe à des noms de lieux comme Zanzibar, comme Alexandrie, qui évoquent une époque lointaine, qui évoquent pratiquement l'Antiquité pour les Occidentaux, au contraire de la traite transatlantique, où là, à laquelle par contre on va associer des noms de villes modernes, Charleston, Londres, tout dans la traite transatlantique est lié au monde moderne, aux problématiques du monde actuel, aux questions de communauté dans les pays d'Amérique du Nord et maintenant dans les pays européens. Les traites arabes sont beaucoup moins actuelles et paraissent beaucoup plus lointaines que les traites européennes. Et enfin, une difficulté majeure, c'est le manque de sources pour particulièrement quantifier les traites arabes. Et puis les sources dont on dispose, elles deviennent un peu plus nombreuses au XIXe siècle, mais ce sont des sources difficiles à traiter, issues pour la plupart d'observateurs européens pour ou contre l'esclavage qui voyageaient notamment en Afrique ou dans le monde musulman à cette époque.
Donc ces sources, pour des questions de critique historique, sont assez délicates à manipuler. Alors, quoi qu'il en soit, dans le premier chapitre, l'auteur choisit de s'arrêter sur la façon dont l'esclavage a été traité par l'islam. Quel est le regard que porte l'islam sur l'esclavage? Ce qu'il faut constater, c'est que le message laissé par le prophète Mohammed à ses successeurs, c'est de tolérer l'esclavage. L'esclavage était déjà très bien ancré dans la péninsule arabique au moment où le prophète a eu sa révélation, et il aurait été très mal avisé de remettre en cause la légitimité de celui-ci. Pour autant, l'islam encadre l'esclavage, c'est-à-dire qu'avec l'avènement de l'islam, eh bien, l'esclavage qui sera de mise ne sera plus un esclavage comme il était pratiqué durant l'Antiquité grecque, par exemple, ou l'Antiquité gréco-romaine, où l'esclave était véritablement un meuble, où son maître avait droit de vie et de mort sur celui-ci, ou pratiquement, cela a varié bien sûr selon les contextes. Mais l'esclave était considéré comme une personne, un être humain, égal spirituellement à ses maîtres, pas au point de vue de la loi, mais spirituellement. Et par conséquent, on encourageait par exemple à l'affranchissement. Les esclaves avaient certains droits garantis. Par exemple, une mère ne pouvait pas être séparée de ses jeunes enfants, etc. Alors, le monde musulman a deux façons d'alimenter ses villes, nous y reviendrons, mais en tout cas, c'est sa civilisation en esclaves. La première, c'est de pratiquer le djihad, c'est-à-dire la conquête, l'extension de ce qu'on appelle la dar à l'islam, c'est-à-dire l'ensemble des territoires sur lesquels s'applique la loi islamique et où l'islam est majoritaire. Alors le djihad donc permet de capturer des esclaves. Ces esclaves, pour être en conformité avec la loi musulmane, doivent être des infidèles, donc doivent être des non-musulmans. Un musulman ne peut pas avoir un autre musulman comme esclave. La deuxième façon de se procurer un esclave, c'est de permettre aux esclaves de se reproduire entre eux. Alors concernant le premier mode d'opération, la difficulté qui s'est très vite affirmée, c'est que le djihad devenait de plus en plus un prétexte pour aller capturer des esclaves dans les pays voisins. Cette pratique était aussi de plus en plus difficile parce que plus le monde musulman s'étendait et plus il fallait aller loin pour aller chercher des esclaves, ce qui a fait que parfois les musulmans, là où ils faisaient des conquêtes militaires, notamment dans certains endroits de l'Afrique subsaharienne, ne se pressaient pas pour diffuser leur foi, alors que c'était là à l'origine la motivation de leur conquête. Donc ils ne se pressaient pas pour diffuser leur foi, parce que une fois que les populations conquises auraient été converties à l'islam, eh bien elles ne pourraient plus faire office d'esclaves. Alors pour autant, il y avait beaucoup d'entorses qui étaient réalisées, c'est-à-dire des musulmans qui étaient quand même réduits en esclavage. Les motifs qui étaient invoqués pour justifier l'asservissement de ces populations étaient divers. Souvent, le prétexte qui allait être mis en avant, c'est que celles-ci pratiquaient un islam non orthodoxe, donc un mélange d'islam avec des pratiques animistes, archaïques, vues comme archaïques. Et là, l'auteur soulève pour la première fois la question raciale. Il semble en effet que les populations noires d'Afrique subsaharienne aient très souvent fait l'objet de ces entorses, c'est-à-dire qu'on niait le fait que celles-ci soient devenues musulmanes, justement en invoquant ces prétextes que leur pratique n'était pas une vraie pratique conforme à l'islam. Alors l'auteur s'interroge sur ce deux poids deux mesures qui était fait, qui était infligé aux populations noires. Une autre explication qu'on peut donner à cette discrimination infligée aux populations subsahariennes, c'est le mythe de la malédiction de Cham qui justifierait des mauvais traitements infligés à ce peuple. Cela étant dit, l'auteur souligne qu'un intellectuel musulman, Ahmed Baba, à Tombouctou, observait ces différences de traitement à l'époque et rappelait qu'il n'y avait pas de question raciale dans l'islam et que toute population convertie à la foi musulmane ne pouvait pas devenir esclave, ne pouvait pas être asservie. Quoi qu'il en soit, il faut bien souligner que l'esclavage tel qu'il était pratiqué dans le monde musulman était très différent de celui qui sera pratiqué dans le monde occidental du XVIe au XIXe siècle, tout simplement parce que l'esclave était intégré au foyer. Ce n'était pas un individu, un outil exploité en masse dans des exploitations agricoles. Donc il était intégré au foyer. S'il était né au sein du foyer, il pouvait même pratiquement être traité comme un membre de la famille, c'est-à-dire qu'il allait jouer avec les enfants de son maître, etc. En outre, comme je l'ai dit, un esclave pouvait être affranchi. L'affranchissement d'esclaves était très encouragé dans l'islam. C'était vu comme un moyen de sauver son âme, de racheter ses péchés.
Et puis un esclave pouvait acheter sa liberté à condition qu'il ait des moyens de gagner de l'argent. Et cela n'était pas donné à tous les esclaves, bien sûr. Pour autant, l'esclave restait très désavantagé du point de vue de la loi, donc en cas de litige, ses plaintes ne seraient pas reçues face à un non-esclave. Donc bien sûr, la condition d'esclave restait une condition d'extrême subordination. Alors pour finir avec ce chapitre, l'auteur s'arrête sur les intellectuels du monde musulman qui, à la fin du XVIIIe siècle, sous l'influence du monde occidental, alors en pleine expansion, vont remettre en cause la légitimité de l'esclavage dans l'islam. Est-ce que celui-ci était-il vraiment reconnu? Est-il vraiment reconnu et toléré par le Coran? Alors dans le second chapitre, on s'arrête sur les occupations des esclaves dans le monde arabe. Donc contrairement au monde occidental, les esclaves du monde musulman étaient assez peu employés dans l'agriculture. Il y a eu quelques exceptions dans l'histoire, c'est-à-dire par exemple au 19e siècle sur la côte de Zanzibar, autour de la production du clou de girofle, ou en Égypte autour de la production du coton. Donc cela avait pour but de répondre à un marché qui se développait, un marché international, boosté essentiellement par l'Occident. Mais à part ces exceptions, eh bien, les esclaves étaient surtout des esclaves urbains, des esclaves employés comme domestiques dans des foyers arabes. Donc le contexte familial, la place de la femme dans la société musulmane fait qu'il y a eu très vite une demande pour des esclaves domestiques, avec bien sûr une demande qui porte essentiellement, ou du moins prioritairement, sur des femmes, parce qu'évidemment il n'y a pas de plus-value véritablement à avoir un homme comme esclave si c'est pour en faire un domestique. Les femmes ou aussi éventuellement des eunuques, c'est-à-dire des hommes castrés. Donc il faut savoir que dans les marchés aux esclaves, ces deux types de populations, les femmes et les eunuques, valaient bien plus cher que des hommes non émasculés. Alors il y a quand même une autre grande utilisation qu'on a fait des esclaves dans le monde arabe et qui est une particularité de cette civilisation, c'est les esclaves pour former des armées. Donc on connaît les armées pratiquement légendaires aujourd'hui des janissaires dans le monde ottoman ou des mamelouks dans différents états musulmans au cours de l'histoire. Donc c'était des armées qui pouvaient devenir très prestigieuses et elles étaient composées d'esclaves issus de différentes régions périphériques de la civilisation islamique. Alors là aussi, l'auteur souligne le fait qu'il pouvait y avoir des tensions raciales, des tensions communautaires entre ces différents corps d'armée. Donc il faut savoir que les corps étaient formés selon la provenance géographique des esclaves. Et il y a eu plusieurs reports de tensions, de violences entre notamment des unités de cavalerie, souvent occupées par des populations issues de l'Europe de l'Est ou de la région du Caucase qui ont réalisé des massacres dans des unités occupées par d'autres populations, notamment des populations subsahariennes. Le troisième chapitre fait un focus sur un aspect très particulier de l'esclavage domestique dans le monde arabe, c'est l'esclavage sexuel. Alors, rappelons un petit peu que dans le monde musulman, dans la culture musulmane, un homme a droit à avoir un maximum de 4 femmes, mais par contre, il a droit, historiquement, traditionnellement, à avoir autant de concubines que sa fortune lui permet. Donc il arrivait que des riches propriétaires ou des riches dignitaires dans le monde arabe aient un grand nombre de concubines et un harem. Et donc cet harem était composé de jeunes femmes esclaves. Donc ces femmes avaient certains droits garantis. À nouveau, elles ne pouvaient pas être séparées des enfants qu'elles avaient éventuellement eus avec leur maître, enfants qui par ailleurs naissaient comme hommes et femmes libres et ne récupéraient pas le statut d'esclave de leur mère. Elles pouvaient aussi dans une certaine mesure s'élever dans la société, elles pouvaient jouer un véritable rôle social, parfois plus que les épouses de leur maître, ce qui bien sûr devait créer d'énormes tensions au sein de ces foyers, mais ça c'est une autre question. Là encore, on revient avec la question raciale. Il semblerait que les esclaves en provenance d'Europe de l'Est, du Caucase, autrement dit les femmes avec le teint de peau plus clair, aient été beaucoup plus demandées que les femmes issues d'Afrique subsaharienne, à l'exception des Éthiopiennes qui étaient assez bien réputées. Alors il faut savoir vraiment qu'il y avait des stéréotypes qui circulaient dans les marchés d'esclaves sur les atouts, les avantages et inconvénients de chaque type d'esclave selon sa provenance géographique. Donc par exemple, les Arméniennes sont meilleures concubines mais sont mauvaises cuisinières. Ce genre de choses était très répandu dans les marchés d'esclaves. Alors enfin, pour terminer, il y a la question de l'esclavage sexuel. À nouveau, la présence des eunuques, déjà mentionné plus tôt.
Donc les eunuques ont beaucoup fasciné et en même temps répugné les observateurs occidentaux. Ceux-ci étaient souvent employés comme gardiens des harems. Évidemment, les eunuques étant castrés, le maître pouvait être complètement rassuré sur les éventuelles infidélités de ses concubines avec son gardien. Alors, obtenir un esclave eunuque, ce n'est pas facile, parce que pour ce faire, il faut castrer un garçon, un homme, et le taux de décès était très élevé. Donc, tout d'abord, les castrés étaient le plus souvent des jeunes garçons en bas âge, parce que très vite, on s'est rendu compte que ceux-ci survivaient mieux que les hommes adultes castrés. Ensuite, selon l'auteur à nouveau, au départ, les premiers eunuques étaient souvent des esclaves importés d'Europe de l'Est, mais par la suite, les Arabes se sont rendus compte que les esclaves subsahariens avaient un meilleur taux de survie à la castration, et donc, traditionnellement, ce rôle leur a été le plus attribué. Alors, pourquoi y avait-il des esclavagistes qui faisaient ces eunuques, qui castraient des jeunes esclaves capturés? Eh bien, tout simplement parce que, comme je l'ai dit plus tôt, ceux-ci valaient très cher sur les marchés aux esclaves. Donc, même s'il y avait un taux de décès très élevé, eh bien, cela restait une bonne affaire, à condition de savoir s'y prendre, d'avoir des personnes capables d'opérer de façon pas trop mauvaise. Eh bien, cela restait un bon filon pour les esclavagistes de faire, entre guillemets, des eunuques. Donc, la figure des eunuques était tout de même une figure prestigieuse et ceux-ci pouvaient véritablement s'élever très très haut dans la hiérarchie. On a beaucoup d'exemples d'eunuques dans le monde arabe qui ont atteint des rôles voisins, des rôles de bras droit, parfois des empereurs dans le cas de l'Empire ottoman, etc. Les 3 chapitres qui suivent sont un petit peu différents, donc ils présentent un panorama très général de l'évolution de l'esclavage dans le monde arabe. C'est un peu une série d'informations en vrac avec certains points développés sans véritable fil rouge. J'ai trouvé cette partie assez décevante pour le coup parce que on sent bien qu'on a affaire à une synthèse assez partielle, assez sélective. Donc je vais résumer rapidement tout cela. Alors comment commence l'esclavage dans le monde arabe? Eh bien, il commence dès ce qu'on appelle dans le monde occidental le Haut Moyen-Âge. À l'époque, un lieu de provenance important pour l'importation d'esclaves était l'Europe. Donc il faut savoir que des marchands européens, notamment des marchands issus des villes d'Italie du Nord, participaient au commerce des esclaves, donc des esclaves slaves d'Europe de l'Est de manière générale, vers le monde musulman. Et puis aussi il y avait ces fameuses razzias qui étaient effectuées surtout dans l'Europe du Sud via des pirates sarrasins, au cours desquels des populations européennes étaient capturées et puis livrées aux esclavagistes. Mais rapidement, le commerce d'esclaves, les traites d'esclaves ont été rigoureusement interdites, notamment par le pape. Et puis l'Europe a été en mesure, surtout à partir du Moyen-Âge classique, du Xe siècle, de se défendre par elle-même, de se défendre face aux incursions arabes. Donc ceux-ci ont dû trouver d'autres lieux pour se fournir en masse en esclaves. Et bien sûr, l'Afrique, en particulier l'Afrique subsaharienne, a très tôt fait l'objet de ces djihad, de ces conquêtes. Alors les traites arabes en Afrique se faisaient essentiellement via 2 voies. La première, c'est la traversée du Sahara, qui se faisait au niveau du Maghreb, donc qui suivait le parcours de caravanes de marchands qui s'arrêtaient à certains oasis. Il faut savoir que de véritables villes de commerce sont formées sur ces chemins, sur ces parcours commerciaux. Donc les esclaves faisaient partie intégrante de la cargaison, des marchandises transportées par les caravanes à travers le Sahara. Et puis la deuxième voie, la plus importante pour le transport d'esclaves, c'est la côte de l'Afrique de l'Est. Donc notamment la côte de Zanzibar, et puis qui remonte jusqu'à la vallée étendue du Nil, la zone somalienne, éthiopienne, etc. Donc c'est par cette région que transitait jusqu'en Égypte une grande partie des esclaves noirs importés dans le monde arabe. Alors on se concentre donc ici essentiellement sur l'esclavage en Afrique. Il faut savoir que celui-ci donc était bien sûr pratiqué par les Africains, les subsahariens eux-mêmes entre eux, mais à nouveau celui-ci l'était d'une façon très différente de ce qu'il a été dans le monde européen. Donc les esclaves étaient à nouveau intégrés au foyer. C'était vu aussi comme une manière de réinsérer des personnes marginalisées, par exemple des prisonniers de guerre. Et puis les esclaves avaient le droit de mener une vie civile, de se marier, etc.
Notons qu'un usage très important qui a été fait pour les esclaves en provenance de l'Afrique vers l'Arabie, c'était les esclaves accompagnant les pèlerinages à la Mecque. L'auteur s'intéresse ensuite sur le cas particulier de la côte de l'Afrique orientale, donc une zone très riche qui, comme je l'ai dit, a fait l'objet plus tard d'une intense exploitation de clous de girofle autour de Zanzibar. Donc la région est contrôlée par les Portugais dès le XVIe siècle, mais ils sont plus tard chassés par les Omani. Les Français, à partir du XVIIIe siècle surtout, jouent un rôle très important dans la région et puis profitent des commerces importants dans cette zone pour importer des esclaves et en faire du commerce vers les Amériques. Finalement, les 2 derniers chapitres de ce livre sont consacrés à la lutte contre les traites et à la lutte pour l'abolition de l'esclavage qui va être menée par les Européens à partir du 19e siècle. Donc au tout début du 19e, alors que la France a provisoirement rétabli l'esclavage sous Napoléon, la Grande-Bretagne, quant à elle, décide de déclarer celui-ci illégal et de déclarer dans l'illégalité tout citoyen britannique qui se livrerait à des activités de traite. À partir de là, la Grande-Bretagne va mener une grande lutte dans laquelle elle va entraîner les autres pays européens et puis tous les pays occidentaux contre les traites partout sur la surface de la planète. Alors pour la Grande-Bretagne, cette lutte sera aussi un prétexte pour étendre sa domination, son hégémonie un petit peu partout, mais quoi qu'il en soit, celle-ci aura un réel effet. Alors tout d'abord sur les traites transatlantiques, et puis rapidement, la lutte va être étendue aux traites arabes également. Il faut dire que la suppression, la quasi-disparition des traites transatlantiques va avoir pour conséquence de renforcer le marché intérieur africain, parce que les esclaves vont devenir moins chers pour les exploitants, disons, de l'Afrique, du continent africain, et aussi parce qu'à cette époque, on va avoir le développement des marchés commerciaux mondiaux dont j'ai parlé plus tôt, qui va pousser certains propriétaires terriens à recourir à un système esclavagiste, à un système agricole intense pour produire du coton, du clou de girofle, etc. Donc les traites au sein du continent africain vont pendant un temps se renforcer, ce qui fait que la lutte va devoir de plus en plus se concentrer sur celui-ci. On va voir le développement de compagnies pour l'abolition des traites ou de l'esclavage qui vont se développer dans tous les pays européens et qui vont être actives pour sensibiliser le public et pour agir au niveau politique et donc pour contribuer à la lutte contre ce phénomène. À nouveau, c'est au niveau diplomatique que les pays européens, Grande-Bretagne en tête, pourront faire la différence. Donc la Grande-Bretagne va notamment va marchander, va faire du chantage, va marchander son soutien politique auprès de pays arabes comme la Tunisie, pour forcer ceux-ci à abolir les traites et l'esclavage dans leur pays. Ceux-ci seront souvent très réticents à le faire parce qu'à nouveau, l'esclavage est une pratique très ancrée à l'époque dans la culture des populations musulmanes. Donc, c'est prendre un risque pour un chef d'État musulman d'abolir cette pratique. Et pour autant, la Grande-Bretagne réussit par exemple à faire céder la Tunisie en marchandant son soutien face à l'Empire ottoman qui ne reconnaissait pas l'indépendance ou l'autonomie de celle-ci. Plus tard, à l'inverse, elle va marchander son soutien à ce même Empire ottoman face à la Russie, à l'expansion russe en mer Noire, etc. Petit à petit, l'esclavage va être rendu illégal, en tout cas les traites vont être rendues illégales dans un certain nombre de pays africains ou musulmans en tout cas. Cependant, il persistera encore longtemps dans des pays comme l'Égypte ou le Soudan. À la fin du 19e, on arrive à un nouveau palier parce que c'est le moment de la colonisation européenne, la dernière phase de la colonisation européenne. Au moment de la conférence de Berlin, la question des traites est abordée, mais sans qu'aucune résolution ne soit prise à cet égard. Mais 5 ans plus tard, une nouvelle conférence s'est tenue à Bruxelles en 1890 au sujet particulier des traites internes au continent africain et des résolutions furent prises pour lutter contre celles-ci. C'est vraiment plus tard, au début du XXe siècle, que les colons européens vont oser déclarer l'esclavage illégal dans leurs colonies. Et puis c'est dans l'entre-deux-guerres et après la Seconde Guerre mondiale avec le niveau international qui va s'imposer, donc la Société des Nations et l'ONU qui vont constituer un nouveau cadre pour lutter contre l'esclavage
en Afrique. Notons tout de même que malgré que l'esclavage soit rapidement rendu illégal absolument partout, eh bien le manque de perspective poussait les populations libérées à rester bien longtemps encore au service de leurs anciens maîtres, tout simplement parce que aucune autre possibilité ne se dressait devant elles. Faire disparaître l'esclavage est donc une chose très complexe, à tel point que celui-ci subsiste aujourd'hui encore dans certaines régions d'Afrique sahélienne, notamment comme la Mauritanie par exemple. Voilà, nous arrivons à la fin de ce résumé. Donc, comme je l'ai dit en début de podcast, cet ouvrage n'est pas un ouvrage d'historien à proprement parler, et cela se sent par moments. Ce n'est pas forcément la meilleure synthèse qui existe sur le sujet. Tout au plus, ce petit essai peut constituer une première approche des traites arabes. À nouveau, je pense que d'autres ouvrages seraient susceptibles de constituer un meilleur corpus pour étudier cette thématique. Voilà, merci à tous d'avoir écouté ce podcast et à bientôt pour d'autres comme celui-ci.